Merci beaucoup Paul David de cette introduction. Merci beaucoup du partenariat noué entre la ville de Paris et l'IFRI. Nous aussi, nous en sommes ravis. Nous espérons que d'autres collectivités locales suivront. Alors cette rencontre a lieu notamment sous les auspices de la revue Politique étrangère, puisque cette revue, je l'ai sur mes genoux, je vais vous la montrer, mais vous la connaissez peut-être. C'est la revue de l'IFRI. Et dans cette revue, évidemment, nous avons beaucoup traité de la guerre en Ukraine dès le démarrage de cette guerre. Alors, ce n'est pas le canal unique par lequel nous avons traité la guerre en Ukraine, puisque l'IFRI a de très nombreux travaux, des collections électroniques notamment qui, elles, sont accessibles sur le site de l'IFRI. Donc, je vous incite vivement à aller voir ce site. Et il se trouve qu'à l'IFRI, on n'a pas commencé à travailler sur l'Ukraine le 24 février 2022, ni sur la Russie. En fait, on a un centre Russie NEI, qui est représenté ici par sa directrice Tatiana Katsueva-Jean, qui travaille sur le sujet depuis très très longtemps, je n'ose dire combien, et qui produit une expertise qui est vraiment reconnue, je pense, par ses pairs et même au-delà, avec une collection que je mentionne, qui est la collection Russie NEI Vision, dont s'occupe Tatiana, qui est trilingue et qui publie de très nombreuses analyses sur la guerre en Ukraine. Donc si ça vous intéresse, au-delà de la revue Politique étrangère, n'hésitez pas à aller lire les papiers de cette collection Russie NEI Vision. Par ailleurs, on a évidemment une expertise qui est autre que régionale sur ces sujets. Marc-Antoine Elmazega, qui est ici, est le directeur du Centre Énergie et Climat de l'IFRI, lui-même est en fait spécialiste de la zone, puisqu'il se trouve qu'en 2010, il avait soutenu une thèse à Sciences Po sur l'Ukraine comme pays de passage du gaz russe vers l'Union européenne. Donc on était bien avant la crise, et il se trouve que cette expertise aujourd'hui nous est particulièrement utile. Et puis on a aussi à l'IFRI un centre des études de sécurité qui étudie la conflictualité dans toutes ses dimensions. Et il se trouve aussi que le directeur de l'IFRI, Thomas Gomard, est lui-même un spécialiste de la Russie. Donc on a eu une conjonction d'expertise et on va essayer de vous en donner un petit aperçu aujourd'hui avec donc des représentants de l'IFRI, mais aussi Michel Goya, l'illustre Michel Goya, que vous voyez sans doute sur BFM très régulièrement, qui lui est un habitué de l'IFRI, mais qui n'y a jamais travaillé en tant que tel. En tout cas, Michel, c'est l'occasion pour moi de vous remercier de votre fidélité depuis de nombreuses années, notamment à la revue Politique étrangère. Michel est un habitué des très bons articles, mais aussi des articles qui ont des titres qui accrochent, avec notamment en 2006 10 millions de dollars le milicien, article qui a eu une belle vie, on en parle toujours aujourd'hui, sur la guerre asymétrique, sur les difficultés des pays occidentaux à appréhender ce type de conflit. Il y en a eu d'autres jusqu'à 2022, avec un article qui portait sur la crise schumpeterienne de l'armée russe en Ukraine. Je crois qu'il faudra expliquer ce que ça veut dire. Ça sera peut-être le début de l'intervention de Michel Goya. Ce n'est rien, ne vous inquiétez pas. Et je le mentionne aussi, en dehors de l'IFRI, évidemment, Michel Goya publie beaucoup, et je vous recommande son dernier livre, Le temps des guépards, qui est sur la manière dont la France a conduit des opérations extérieures nombreuses depuis 1961. Voilà pour ma rapide introduction. Ce que je précise maintenant, c'est que la première partie du débat que j'anime est enregistrée, elle est filmée, elle sera diffusée sur Internet. Et la deuxième partie, où vous pourrez poser vos questions, ne sera pas enregistrée. Donc vous pourrez très aisément poser toutes les questions que vous voulez et les intervenants seront parfaitement libres d'y répondre avec la règle du off. Voilà, merci beaucoup à tous en tout cas d'avoir bravé la pluie et d'être venus ici aujourd'hui. Je vais laisser la parole successivement aux trois intervenants. On va peut-être commencer par Michel sur les aspects militaires, parce qu'on parle d'une guerre, donc autant comprendre ce qui se fait d'un point de vue purement armé. Question très générale, Michel. Quelles ont été les grandes phases du conflit jusqu'à présent? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire qu'une crise schumpeterienne pour l'armée russe en Ukraine? Alors, bonjour à tous. Une guerre, c'est une confrontation de modèles militaires, d'abord. Avec cette particularité, d'ailleurs, qu'on a beaucoup de mal à appréhender la forme à l'avance, parce que c'est comme imaginer deux équipes de foot, le résultat d'un match de foot avec des équipes qui ne jouent pas pendant des années.
Et voilà, on se dit, tiens, il y aura un match dimanche, et quel sera le résultat? Non, en réalité, c'est très difficile. On peut regarder les équipes, comment ils s'entraînent, à quoi ils ressemblent, et puis après, on estime ce qui va se passer. La guerre, c'est un peu ça, quoi. Vous avez des armées qui, par définition, ne peuvent pas faire des matchs en temps de paix, sinon ça s'appelle la guerre, ces matchs. Et donc, ils doivent se préparer, montrent un certain visage, etc. À partir de là, il faut estimer ce qui va se passer. Et ce qui s'est clairement passé, c'est que dans ce cadre de ce conflit, c'est qu'on a très probablement surestimé les capacités de cette armée russe. Même d'une manière générale, ce sont les nations, ce sont les nations qui font les guerres, ce n'est pas les armées. Les armées sont des instruments. Maintenant, sur cet instrument, on l'a certainement vu beaucoup plus beau qu'il n'était en réalité. Beau, je ne sais pas si c'est le terme. Mais beaucoup plus puissant en tout cas qu'il n'était en réalité, sur la base des conflits précédents, des guerres de Poutine avant l'Ukraine, notamment ce qui s'était passé en Crimée en 2014 et surtout les combats dans le Donbass en 2014 et 2015, où on pouvait estimer que les choses ressembleraient à ça avec une échelle beaucoup plus importante. Bon. C'était en réalité mésestimer un certain nombre de facteurs, de dynamiques, et notamment le processus d'évolution qui a pu se mettre en place à partir de ce conflit, ce premier conflit de 2014-2015 au sein de l'armée ukrainienne, qui, elle, a été incitée à innover, on va dire simplement, très largement, parce que pour elle, la menace était claire, évidente. Elle venait de subir deux défaites humiliantes face à l'armée russe en août 2014 et en février 2015, à petite échelle, mais le résultat était assez net. Et donc, ça a incité fortement cette armée ukrainienne à évoluer de manière pas forcément visible. C'est toujours pareil, quand on regarde les armées, on voit des équipements, on voit éventuellement ce qui est produit intellectuellement, les doctrines, etc. Et à partir de là, on essaie de déterminer la puissance réelle. On voit les chiffres, les unités, les volumes, et on essaie d'estimer à partir de là la puissance réelle des unités. Et puis il y a des choses moins visibles sur la motivation, sur la formation des cadres, par exemple, sur la manière d'appréhender les choses. Les innovations, sont pas seulement techniques. Elles sont aussi dans les structures, elles sont aussi dans les méthodes, les façons de faire, aussi dans les façons de voir les choses. Il y a une transformation, par exemple, dans l'organisation du commandement de l'armée ukrainienne, sous l'influence du pays de l'OTAN, les États-Unis en premier lieu, les Britanniques, les Canadiens aussi, qui ont joué un rôle important dans cette transformation invisible, d'une certaine façon. Et quand ces deux modèles se confrontés, entre un modèle surévalué et un autre sous-évalué, effectivement, on a eu une surprise. La guerre, c'est un révélateur, comme disait Clausewitz, et qui révèle les forces et les faiblesses de chacun. Et on se retrouvait une situation où on avait un modèle global russe, militaire, qui n'était finalement pas adapté au conflit, qui était encore un modèle de guerre. Alors ça, c'est ce qui doit nous interpeller. C'est-à-dire que c'est, pour dire simplement, la Russie, c'est un pays qui voulait une armée capable de rivaliser avec celle des États-Unis, mais avec le PIB de l'Espagne, quoi. Et forcément, ça a dû poser un certain nombre de problèmes. Il a fallu faire des impasses, des sacrifices. Et au bout du compte, c'est la force principale qui a été engagée contre l'Ukraine, qui a été un peu la force sacrifiée dans tous ces choix budgétaires notamment. Pour dire simplement, l'armée de terre qui a été engagée en Ukraine, c'est au bout du compte une petite armée qui a bénéficié des stocks d'armement considérables de l'armée rouge. C'est ce qui l'a sauvé, d'une certaine façon, beaucoup de matériel. Ça va être l'armée au monde où il y a le plus... Si on fait le rapport entre le poids de tous les matériels dont elle dispose, en tonnes d'acier, et le nombre de soldats, c'est l'armée qui a le plus d'acier, tonnes d'acier par soldat, très largement, au monde. Très certainement, en prenant tous les stocks, bien plus que l'armée française, par exemple. Mais voilà, c'était une armée qui souffrait quand même d'un grand nombre de faiblesses. Et cette armée, dans une première phase, c'est fracassé contre l'armée ukrainienne.
Une armée qui, elle aussi, bénéficiait d'ailleurs des stocks d'équipements de l'armée soviétique. C'est aussi ça qui l'a sauvée, d'une certaine façon. L'armée ukrainienne avait entre 3 et 4 fois plus de chars de bataille que l'armée française, par exemple. Mais elle a su constituer une nation en armes. Ça, c'est un phénomène un peu nouveau. Elle a su, déjà, elle avait des réservistes. Donc, grâce à ces réserves, elle a pu monter en puissance rapidement. Et puis, elle a su, dans un deuxième temps, mobiliser le reste de la nation et devenir une nation en armes face à une armée russe qui était encore une armée de professionnels, dans un contexte qui rappelle un petit peu ce qui se passe en 1792 entre l'armée prussienne ou les armées des coalisés, petites armées professionnelles qui attaquent la France qui, elle, a pratiqué la levée en masse. On est dans ce contexte-là qu'on avait un peu oublié, de nation en armes, et à partir de là, partir de toutes ces innovations, de toutes ces transformations, cette armée ukrainienne a été capable d'absorber le choc de cette armée russe qui paraissait si puissante sur le papier. Et dans le premier mois de guerre, on a vu notamment, si les Russes ont obtenu quelques succès dans le sud, très rapidement, et dans le nord-ouest du pays, la province de Louhansk, la bataille de Kiev, c'est-à-dire toutes ces armées russes qui ont convergé pour essayer de s'emparer de Kiev, ça a été un désastre absolu. Il n'y a pas eu de grande bataille, on ne peut pas citer de nom de grande bataille, mais en revanche, il y a eu une forme de résistance ukrainienne qui a complètement sapé tout cet effort. Toutes ces colonnes blindées qui convergeaient vers Kiev, qui ont été corrodées d'une certaine façon. Les villes résistaient, et là les Russes ont aperçu qu'ils n'avaient pas les moyens de prendre des villes importantes, ils n'avaient pas assez d'infanterie pour prendre les villes, pour le dire très simplement. Et donc les villes résistaient, et sur les grands axes, ça faisait plusieurs centaines de kilomètres, tous les axes logistiques étaient attaqués par des drones, par des fantassins, par des soldats territoriaux ukrainiens, etc. Et au bout du compte, ces 5 armées qui convergeaient vers Kiev sont un peu échouées. Pour faire une métaphore, c'est un peu comme si en 1940, la France, le nord de la France, avait été attaqué uniquement par les divisions blindées de l'armée de la Wehrmacht, et des divisions parachutistes et la Luftwaffe. C'est-à-dire c'est tout. Tout le reste de l'armée allemande n'avait pas été là, et qui convergeait de la Normandie à l'Alsace, vers Paris. Et puis ces Panzer-divisions qui sont harcelées et qui, au bout du compte, perdent des forces au fur et à mesure qu'elles avancent. Et au bout d'un moment, les Russes sont obligés de se replier à la fin du mois de mars, un peu en catastrophe. Et il faut bien comprendre que la machine militaire russe s'est cassée dans ce premier mois. Un tiers des pertes russes de toute la guerre jusqu'à ce jour, elles ont eu lieu dans ce premier mois de guerre, à l'hiver, au passage de l'hiver et du printemps, dans les conditions très difficiles. Et l'armée russe ne s'en est jamais remise. Et une armée, c'est une somme de compétences. Qu'est-ce qu'on est capable de faire avec les hommes que l'on a, ce qu'ils ont dans la tête, leurs capacités, et associés à un certain nombre d'équipements. Et ce qui s'est passé, ce qui se passe, c'est qu'à partir d'un certain seuil de pertes, et les pertes russes ont été très dures, très lourdes, une armée n'apprend plus, elle ne progresse pas, les unités perdent de la cohésion, les trous sont remplacés par des soldats qui sont inexpérimentés, et au bout du compte, la qualité moyenne des unités de combat diminue. Et c'est ce qui se passe avec l'armée russe tout le long de cette guerre. Donc, alors que l'armée ukrainienne, elle, a plutôt tendance, même si elle subit des lourdes pertes, mais elle a une masse beaucoup plus importante, a plutôt tendance, elle, à s'élever progressivement. Et donc, on a cette première phase. La deuxième phase, où on a... il y a une réduction des ambitions russes, des ambitions opérationnelles russes, en disant, les premiers objectifs que l'on avait de s'emparer de Kiev, de changer le régime, ça paraît assez évident. Ça s'est abandonné, et on va se contenter d'essayer de reconquérir complètement les 2 provinces du Donbass, donc Louhansk et Donetsk. Et pour ça, on va faire des choses beaucoup plus simples, militairement, toujours aussi violent, sinon plus, mais c'est beaucoup plus simple. Donc on lance une série de petites attaques multiples, ça fait très 1917, artillerie, frappe d'artillerie, et puis sous couvert de l'artillerie, de l'appui d'artillerie,
on avance bataillon par bataillon et on progresse, on grignote petit à petit du terrain jusqu'à essayer de faire s'effondrer certaines parties du front et ainsi progresser. L'objectif, j'ai dit, conquérir le Donbass. En réalité, c'est 4 villes. Hein. C'était Lysychansk, Severodonetsk d'un côté, Kramatorsk et Sloviansk de l'autre. Et donc les Russes se sont obstinés pendant 3 mois sur ces 4 villes, autour de ces 4 villes essentiellement, à mener une série de petites attaques. Et au bout de 4 mois, on s'est aperçu que les choses allaient de plus en plus lentement. Et c'est en cela qu'il y a une crise. On peut parler de crise schumpeterienne. Crise schumpeterienne, c'est quand en économie, c'est quand avec les mêmes moyens, vous obtenez de moins en moins de résultats. C'est-à-dire que vous avez... et là, c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on regardait la carte du champ de bataille, ça progressait de moins en moins vite. On commençait au début de la guerre, on commençait à parler de batailles de villes. On parlait des sièges de Mariupol, on parlait de Tchernihiv, on parlait de Soumy, de Kharkiv, bien sûr, Kherson, etc. Et puis, on commence à parler de noms de villages, et puis parfois même de certaines parties de villages, quand on fait des comptes rendus quotidiens. Et donc, ça progresse de moins en moins vite, et on arrive à une situation où il y a une sorte d'équilibre. Au mois de juillet, les Russes étaient parvenus à s'emparer des 2 villes, Lysychansk et Severodonetsk, après 3 mois. Et puis là, il y a eu une 3e phase, il y a eu un arrêt de la part des Russes. On se demandait si c'était ce qu'on appelle une pause opérationnelle pour pouvoir relancer l'attaque un peu plus loin, un peu plus tard. Et puis en fait, non. On s'est aperçu que dans cette 2e phase de 3 mois, ils avaient usé. Dans une première phase, ils ont usé beaucoup d'hommes, leur armée de terre. Là, dans la 2e, ils avaient utilisé énormément tout ce qu'ils avaient simplement d'infanterie un peu de qualité, des parachutistes, même mercenaires de Wagner ou des Tchétchènes, etc. Et puis, cette force-là, elle-même s'est usée. Avec des pertes terribles dans les différents combats. Et puis on se retrouve dans une situation au mois de juillet où cette armée russe s'est contractée et n'était plus capable de faire des choses compliquées. Elle a perdu beaucoup de compétences. Elle pouvait éventuellement résister le terrain, notamment dans la région de la tête de pont de Kherson. Mais pour le reste, elle n'avait plus de mordant, plus d'agressivité, plus de capacité à monter les attaques. Et donc ça, c'est au mois de juillet-août. Là, on est en pleine crise schumpeterienne, pour le coup. Et pour sortir d'une crise schumpeterienne, il faut innover. Il faut soit envoyer énormément de moyens. Même si la rentabilité est très faible, on envoie beaucoup de moyens. Même si la rentabilité est faible, au bout d'un moment, on a quand même des résultats. Soit on innove, donc on transforme complètement les choses. Et derrière tout ça, on peut se poser la question de savoir si l'armée russe est effectivement capable d'innover, de se transformer. Et ce n'est pas forcément évident. De l'autre côté, ce qui s'est passé, c'est qu'au contraire, on a une armée ukrainienne qui monte en puissance humainement d'abord. C'est-à-dire que toute cette mobilisation, ces centaines de milliers d'hommes qui ont été mobilisés dès le début de la guerre, au bout de quelques mois de formation, de préparation, ils deviennent des soldats. On ne naît pas soldat, on le devient. Mais voilà, si on est motivé, avec un peu de temps, on arrive à le devenir. Ce qui se passe, c'est qu'au mois de juillet, cette conjonction de forces qui arrivent, nouvelles, de recrues, motivées, bien formées, tout l'aide matérielle qu'ils reçoivent des pays occidentaux, et notamment dans le cadre de l'été, l'aide de cette artillerie moderne, puissante, longue portée, très précise, qui va avoir un impact considérable. Mais encore une fois, l'affaire elle est surtout humaine. Ce qui est, alors on parle beaucoup sur les chaînes, sur l'info, des canons César, des choses qu'on envoie, tout ça, très bien. Mais en fait, la vraie innovation, c'est la transformation, par exemple, des brigades territoriales, qui sont des brigades de réserve au début de la guerre, et de volontaires, des gens pas forcément très bien formés militairement, qui sont des unités d'infanterie assez mal équipées, mais qui sont là pour faire du contrôle, pour contrôler une zone, mener de la guérilla, mener des missions secondaires, etc. Et ces brigades territoriales, au fur et à mesure que la guerre avance, elles se professionnalisent. Les hommes deviennent des vrais combattants professionnels. Ils reçoivent des équipements un peu plus lourds, ils reçoivent des blindés, ils reçoivent des chars. On envoie des bataillons à l'intérieur, on envoie des bataillons des forces régulières d'actives pour leur apprendre le métier, d'une certaine façon. Et petit à petit, ces brigades territoriales deviennent à leur tour des brigades de manœuvre lourdes et qui peuvent monter des combats, pas forcément aussi sophistiqués, pointus que les brigades blindées ou les brigades mécanisées, mais quand même, elles peuvent participer à la manœuvre. Et donc, d'un seul coup, rien que ça,
ça double la capacité de manœuvre de cette armée ukrainienne qui, à la fin de l'été, en fait, prend le dessus. Elle est désormais, vous avez une armée ukrainienne qui est plus nombreuse, qui est globalement pas forcément mieux équipée encore. Hein. Les Russes bénéficient encore de beaucoup d'équipements, d'une puissante artillerie, mais qualitativement, elle prend le dessus dans ce domaine aussi. Et elle prend le dessus aussi dans la capacité à manœuvrer, la capacité à organiser des opérations complexes, parce qu'il y a des unités qui sont capables de le faire, des unités de combat qui sont motivées, qui sont capables de le faire, et parce qu'il y a des structures de commandement qui sont capables de l'organiser. Et donc les Ukrainiens prennent, à partir du mois d'août, prennent l'initiative. Ils dominent. Ils dominent dans le sud, petit à petit. Alors c'est une bataille difficile, la bataille de Kherson, puisque les Russes ont décidé de s'accrocher à tout prix sur cette tête de pont. Donc il y a 20 000 soldats russes qui sont là, qui sont retranchés. Et donc c'est un combat qui est très dur. Mais les Ukrainiens organisent aussi, sont capables aussi, et en ça déjà c'est un exploit, une deuxième offensive dans le nord du pays qui, elle, réussit assez spectaculairement à crever le front russe. Et là, on a le révélateur d'une armée russe qui s'aperçoit qu'elle est un peu nue en réalité et qu'elle subit les événements. D'où, niveau stratégique, escalade stratégique de la part de la Russie, de Poutine, annexion des territoires conquis, mobilisation partielle, on mobilise 300 000 hommes dont on sait maintenant qui sont destinés à être engagés le plus vite possible sur le front, même mal formés, même mal équipés. Et là aussi, je fais une petite parenthèse, ce qui montre bien quand même des défauts, des failles de tout ce système russe, c'est cette incapacité à anticiper et organiser cette mobilisation. Ça fait quand même, la guerre a commencé il y a 8 mois, et quand Vladimir Poutine dit voilà, ordonne une mobilisation partielle, on s'aperçoit que rien n'est organisé pour ça. C'est-à-dire que personne n'a envisagé une seule seconde, ou a osé en tout cas essayer d'organiser quelque chose. Bon. Donc ça marche pas très bien. Mais mobilisation, donc on envoie, si vous voulez, si on fait une métaphore, si les combats, la zone de combat, c'est un échiquier où les Ukrainiens sont en train de dominer, ils ont pris plusieurs pièces russes, la Russie envoie une série de pions pour essayer de colmater les brèches et essayer de tenir la position au moins peut-être jusqu'à l'hiver. Michel, j'aimerais bien passer la parole à Tatiana sur la mobilisation, mais je vous laisse terminer sur l'escalade stratégique. Parce que je termine là-dessus. Et donc ça, c'est une première escalade. La deuxième escalade, c'est, on l'a vu, c'est l'utilisation, l'intensification des frappes sur toute la profondeur du territoire ukrainien. D'une certaine façon, ça fait penser un peu quand même à la campagne des V1, V2, des armes miracles et des armes de vengeance en réalité allemandes à la fin de la guerre, où on dit voilà, tiens, en gros, on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'on a sous la main, ça on peut le faire, faisons-le. Donc ça ne sert pas à grand-chose stratégiquement, mais on tente quand même d'essayer de briser le moral, de briser l'économie ukrainienne en frappant sur les arrières. Et puis après, diplomatiquement, on se cherche des alliés et on essaie à tout prix de faire intervenir la Biélorussie dans la guerre. Donc il y a un niveau d'escalade, et puis sur lequel derrière, il y a toujours cette menace nucléaire qui est brandie, parce que le centre de gravité, un des centres de gravité, en réalité il y en a plusieurs, de la puissance, la force ukrainienne, c'est bien sûr cette mobilisation interne très forte, cette motivation interne, mais aussi l'aide occidentale. Et donc l'idée, c'est quand même aussi un peu de saper cette aide occidentale en se disant, voilà, si les États-Unis en particulier, qui fournissent 70% de cette aide, cessent d'un seul coup, changent d'alliance, mais décident d'arrêter d'aider, l'Ukraine est perdue au bout du compte. Et donc il y a aussi une offensive quand même très largement d'influence sur les arrières, et l'intimidation nucléaire aussi participe à cette offensive en essayant de créer un stress particulier dans nos opinions. Et donc au bout du compte, on est dans cette situation maintenant où sur le terrain militaire pur, les forces ukrainiennes dominent toujours. C'est comme en politique, hein, les courbes des intentions de vote se croisent rarement deux fois, quoi, hein. Bon là, les courbes militaires se sont croisées une fois, et généralement, c'est dur, ça peut arriver, mais c'est très dur de les faire se croiser dans l'autre sens. Donc la tendance est très, très forte militairement sur la supériorité ukrainienne, et pour l'instant est
est très marquée. Il n'y a pas de raison que ce soit qu'elle s'annule au moins à court terme. Mais voilà, pour dire simplement, plus les Ukrainiens avancent et plus la Russie est obligée d'escalader ou de contourner, ou d'escalader dans cette guerre pour essayer de compenser ce phénomène. Et tout ça produit évidemment un certain nombre d'inconnus qui font que je serais bien incapable de vous dire ce qui va se passer à l'année prochaine. On y sera certainement encore en guerre en 2023, ça c'est à peu près certain. Maintenant, quelle forme cette guerre prendra à ce moment-là, je serais bien incapable de vous le dire. Merci beaucoup Michel, c'était très clair, je vous ai laissé longtemps la parole, mais parce que c'était extrêmement bien déroulé, on a bien compris les 3 phases et l'incertitude de la 4e. Un des moments clés, c'est la mobilisation partielle, en tout cas côté russe. J'aimerais que Tatiana puisse commenter effectivement les effets de cette mobilisation qui a clairement été perçue comme un tournant, je crois. Michel a très très bien planté le décor et m'a fait en fait le pont pour parler de cette mobilisation. En effet, il faut voir à quel moment elle arrive cette mobilisation. Et elle arrive au moment où les Ukrainiens, début septembre, marquent très clairement une offensive. En vérité, Vladimir Poutine sait très bien que la mobilisation n'est pas populaire au sein de l'opinion publique. L'opinion publique observe cette guerre un petit peu de loin, tout en invoquant ses occupations. Et tous les sondages montraient à la fin de l'été que l'intérêt pour la guerre était en baisse, qu'il y avait peu de gens qui suivaient de près cette guerre par rapport au début. Et la mobilisation du 21 septembre, c'est un véritable réveil pour beaucoup de Russes. C'est là où la guerre commence vraiment. Alors, on a beaucoup parlé de cette option pour le 9 mai. C'est le jour où les Russes fêtent la journée de la victoire dans la grande guerre patriotique. Et on disait, après l'échec de l'offensive sur Kiev, Poutine va se donner les moyens, il va annoncer la mobilisation générale. Or, comme j'ai dit, il savait très bien que ce n'était pas populaire. Et à ce moment-là, il évite la mobilisation, il se replie sur une autre solution, il réduit l'échelle de l'opération militaire spéciale et se concentre, comme disait Michel, sur les républiques à l'est de l'Ukraine. Et à la base, c'était les 2 républiques séparatistes. Alors, ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'il y a eu donc cette offensive ukrainienne, il y a eu aussi un événement politique qui est le sommet à Samarcande, où des signaux très clairs sont envoyés à Vladimir Poutine, et notamment par l'Inde et la Chine, qu'il ne faudrait pas que cette guerre dure. Et donc, Vladimir Poutine rentre chez lui à Moscou et annonce tout un paquet de choses, dont la mobilisation. Et dans ce qu'il annonce, il y a aussi la future annexion, qui est fait accomplir aujourd'hui, des 4 républiques, j'allais dire séparatistes, mais en fait, ils ne sont pas séparatistes du tout, des 4 républiques à l'est de l'Ukraine, et chose faite le 30 septembre. Alors, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, la frontière occidentale de la Russie n'est pas définie. On ne sait pas où elle est et comment elle peut bouger. Ce qui donne d'ailleurs lieu à plusieurs blagues sur les réseaux sociaux russes. Quelqu'un qui demande la carte de la Russie et celui qui demande répond, mais à quelle date ? Parce que l'offensive ukrainienne, elle bouge sans cesse. Et le moteur de recherche Yandex russe, par exemple, a arrêté de publier les cartes avec les frontières. C'est simplement la carte physique où il n'y a plus de frontières. Et donc je disais, il y a donc la mobilisation qui a été annoncée, l'annexion des 4 républiques. Il y a eu aussi des changements dans le code pénal de la Russie qui punit beaucoup plus sévèrement les gens qui essaient d'échapper au service militaire ou ceux qui désertent au front. Il y a eu aussi un changement dans la loi qui simplifie l'octroi de la citoyenneté russe pour les ressortissants de l'Asie centrale qui souhaiteraient aller faire la guerre. Donc, comme vous voyez, vraiment, Vladimir Poutine a cherché à se donner les moyens, par cette escalade, en mettant en place toutes ces mesures-là, il a cherché les moyens pour gagner cette guerre. Alors, je disais, comment l'opinion publique perçoit cela ? C'est une véritable rupture pour l'opinion publique. Et vous avez toutes sortes de réactions. Il y a une minorité qui a réagi en descendant dans les rues en protestant. On a vu ça, mais pendant un laps de temps très très court, car en Russie, la législation est très répressive, la police ne prend vraiment pas les gants, et les sanctions peuvent suivre pas immédiatement, mais un certain temps après.
On peut virer quelqu'un de son travail. Il y a beaucoup de délations en ce moment au sein de la société russe, au sein des lieux de travail. Et ça, c'est une évolution qui est quand même très inquiétante. Donc finalement, cette phase-là, elle a été très courte et peu de gens ont protesté. Ensuite, vous avez une stratégie d'exit, la stratégie de départ. Et aujourd'hui, les chiffres sont très, très difficiles à obtenir, mais on parle quasiment d'1 million de Russes qui se seraient retrouvés à l'étranger, avant tout en fuyant cette mobilisation. Donc beaucoup de jeunes gens, jeunes hommes, mais aussi certains membres de leur famille, leurs femmes. Et les pays, évidemment, qui sont les plus touchés par le besoin de gérer désormais un flot complètement inédit des migrants de ce nouveau type, ce sont les pays qui n'ont pas de visa avec la Russie. Donc ce sont les pays de la CEI et qui n'ont pas fermé les frontières. Le Kazakhstan, l'Arménie, la Géorgie laissent entrer les Russes sur leur territoire et ont affirmé qu'ils allaient aider tant qu'il faut ces flux-là. Or, le problème pour eux, notamment pour le Kazakhstan, est très sérieux. Eux-mêmes, ils ont un pourcentage de Russes russophones qui est déjà très élevé, qui est plutôt concentré au nord. Donc il y a quand même des risques potentiels. Comment cette nouvelle diaspora russe va s'intégrer ? Comment il va s'installer ? Il y a déjà des choses économiques qui sont en train de changer. Le marché de l'immobilier qui flambe, le marché du travail où il n'y a pas suffisamment de postes. Énormément de choses à gérer en urgence, mais aussi à anticiper sur le plus long terme. Et d'ailleurs, j'avais mentionné le fait que la Russie a changé la législation en proposant aux ressortissants de l'Asie centrale d'aller faire la guerre dans les rangs de l'armée russe. Eh bien, les pays de l'Asie centrale ont réagi très rapidement en mettant en place une déclaration commune, en interdisant à leurs ressortissants d'aller faire la guerre dans les rangs de l'armée russe. Vous avez aussi des gens, une autre stratégie, c'est un peu la stratégie de loyauté et de fatalisme. Vous avez des gens qui vont à cette guerre. Et ça, Michel a déjà mentionné, eux se retrouvent dans des conditions extrêmement difficiles, très mal équipés, à peine préparés, et les réseaux sociaux russes sont inondés de vidéos et d'enregistrements audio de soldats qui se plaignent de leurs conditions et des incidents qui arrivent avant même que ces nouveaux conscrits n'arrivent à la guerre même. Alors, dans les conséquences militaires, ça c'est Michel vous dira mieux que moi, je pense que la masse, l'effet de masse peut colmater certaines brèches, peut probablement stabiliser un peu les lignes de front, tenir quelques localités. Je ne suis pas certaine que peu équipés et mal formés, ces gens-là puissent changer le cours des choses. En revanche, au sein de la société russe, c'est une véritable crise de confiance à l'égard des autorités publiques et de l'armée, parce que ce que disent ces soldats, c'est que qui pensaient que l'armée était dans un très bon état et très bien équipée, parce qu'ils ont vu les succès pendant l'annexion de la Crimée, où il n'y a eu en 2014 un seul coup de fusil pour prendre ce territoire. On leur montrait les très belles images de l'opération militaire en Syrie, où il y avait vraiment des professionnels qui opéraient. Et soudainement, ils découvrent la vérité. Eux-mêmes, ils sont jetés à cette guerre sans préparation et sans équipement. Et en plus, il y a eu plusieurs violations des conditions même que Poutine lui-même a définies. Il avait dit que c'était les gens qui ont l'expérience militaire, qui devaient aller à la guerre dans certaines tranches d'âge et qui n'ont pas de contre-indication médicale. Or, toutes ces conditions-là ont été violées à différents niveaux. Il faut voir comment marche le système russe. Chaque bureaucrate à son niveau ne cherche qu'une chose, c'est de remplir l'objectif chiffré qui lui a été assigné, sans se soucier de la véritable condition dans laquelle il envoie les soldats. Donc même les propagandistes de tête s'interrogeaient sur les conditions d'envoi des soldats au front. Tout cela, et je vais terminer là, ne provoque pas de déstabilisation forte de régime de Vladimir Poutine, mais ça creuse, je pense, les failles, et notamment les failles dans ce contrat social qui liait Vladimir Poutine à la société russe et qui consistait à dire « je vous offre la grandeur, je vous offre la prospérité en échange de la non-participation à la vie politique ». Et donc ça, on va voir si ce contrat va vraiment arriver à terme, mais il est en tout cas mis en question aujourd'hui en Russie. Merci beaucoup, Tatiana, pour cette présentation qui suscite elle aussi, je pense, beaucoup de questions. Mais avant de les poser, on va passer à Marc-Antoine. On a
peu parlé jusqu'à présent des conséquences de cette guerre sur l'Europe occidentale. Paul David l'avait un peu fait dans son introduction en parlant de la question des réfugiés, mais il faut aussi parler évidemment des conséquences en matière d'énergie. Et Marc-Antoine, tu as consacré un article de la revue Politique étrangère à cette thématique, donc peut-être que tu peux essayer de résumer en 5-6 minutes les conséquences énergétiques de cette guerre pour nous. Très bien. Si vous voulez... Bon, vous avez tous bien compris que la guerre n'a pas commencé en fait le 24 février, mais en réalité en 2014. Et avec l'annexion de la Crimée et puis les opérations militaires russes dans le Donbass. Et cette fois, en 2014, ce qui s'était passé, probablement, parce qu'il y avait eu des victoires tactiques là, sur le terrain russe quand même, des défaites ukrainiennes, et tout d'un coup, tout s'était arrêté par les accords de Minsk, mais ça s'était arrêté au moment où les prix de l'énergie, le gaz, le pétrole, le charbon s'effondraient. Et pour la Russie, qui est le premier exportateur de gaz au monde, qui est dans le top 2 des exportateurs de pétrole, qui est dans le top 5 des exportateurs de charbon, et puis sans parler de tout un tas de métaux, etc., et dont l'économie dépend quand même fortement de ces ressources naturelles et de ces hydrocarbures, probablement que le président Poutine a considéré alors qu'il fallait faire une pause. Et il a consacré les 5 années suivantes de prix bas de l'énergie à finalement mettre en place différents dispositifs. Le premier, c'est d'approvisionner très largement l'Europe en gaz à des prix très compétitifs et de soutenir notamment ce fameux projet Nord Stream 2, très controversé, qui a déjà creusé des brèches en Europe. Et surtout dans la relation transatlantique. Et au point que vous aviez la chancelière allemande et puis toute la classe politique allemande qui, à l'unisson, les Verts compris, disaient Nord Stream 2, c'est très bien, c'est du gaz pas cher dont on a besoin pour notre transition qui va s'appuyer sur le gaz pour équilibrer les énergies renouvelables qu'on va dérouler très largement et le tout qui va nous permettre de sortir du nucléaire d'abord, puis du charbon et de maintenir notre compétitivité industrielle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que font les Russes, c'est qu'ils avaient un trou dans la raquette, à bon escient, c'est d'avoir toujours été en marge du cartel de l'OPEP. Et à ce moment-là, en 2016, tout au long de l'année, le ministre, à l'époque, qui était ministre de l'Énergie, Alexandre Novak, de façon très habile, se rapproche des Saoudiens. Et là, se met en place une alliance qui était sans précédent, puisque la Russie, qui était sans arrêt la grande, finalement, bénéficiaire des décisions de l'OPEP, sans y participer, et bien là, pour la première fois, s'associe à l'OPEP et donc accepte de, finalement, limiter son potentiel de production pour organiser une remontée progressive des prix. Et de ce fait, la Russie, tout d'un coup, devenait capable, finalement, d'avoir une influence décisive sur les marchés du gaz et sur les marchés du pétrole, et à travers le pétrole, renforçait en fait son influence sur les marchés du gaz, parce qu'une partie des contrats dans le domaine du gaz sont indexés sur des prix pétroliers. Et donc, les Russes font cela. Donc, c'est un peu une période de patience stratégique. Et arrive effectivement l'année 2021. On sort de l'épidémie de Covid. Un certain nombre de déséquilibres se créent. Et Poutine là donne l'ordre, probablement, j'y étais pas, mais enfin on peut l'imaginer, à Gazprom de réduire progressivement les volumes fournis à l'Europe, ce qui finalement renforce ce cycle haussier des prix, ces tensions sur les marchés, pour tout un tas d'autres raisons, hein, pas assez de personnel, problème de dérèglement, de sous-investissement qui ont eu lieu, une demande qui repart très fort en Asie, moins fort ailleurs, donc il y avait tout un tas de déséquilibres, et puis des phénomènes météo, des ouragans, etc. Sécheresse. Et donc là, tout au long de l'année 2021, Gazprom, de façon très inhabituelle, réduit ses approvisionnements, les prix du gaz montent, et on arrive à l'année 2022, et là, Poutine, en tout cas en ce qui concerne le gaz et le pétrole, a tous les feux verts, c'est-à-dire que les prix sont à des niveaux très élevés et ne cessent en réalité de croître davantage sans perspective de rechute. Et je crois que cela lui donne une très forte confiance à la fois sur sa capacité de stabiliser son économie et une très forte confiance aussi sur sa capacité à, déstabiliser les Occidentaux. Et quand je dis Occidentaux, c'est en fait là, pour le coup, avant tout les Européens qui sont totalement ou très largement dépendants de leurs approvisionnements des importations. Alors,
Un mot sur ce qui se passe depuis février. Les Russes ont très progressivement réduit leurs approvisionnements de gaz à la plupart des grands clients et les ont désormais coupés. Donc il n'y a plus de gaz russe en Europe, sauf pour quelques pays de type Hongrie, Serbie. Quelques volumes passent encore à destination de l'Italie et de quelques États en Europe centrale. Et puis le GNL, le gaz naturel liquéfié, celui-là qui arrive depuis l'Arctique, continue d'arriver. Mais tous les autres gazoducs sont coupés pour différentes raisons, on pourrait y revenir. Et il reste encore un flux ténu par l'Ukraine. C'est un des miracles, j'ai envie de dire, de cette affaire, puisque les Russes paient un service de transit de gaz encore à l'ennemi, si je puis dire. On verra combien de temps ça dure encore, mais enfin, là, il faut avoir ça à l'esprit. Alors, nous, Européens, avons mis en place très rapidement un embargo sur le charbon russe, puisqu'on était des gros importateurs de charbon, c'est-à-dire les Polonais, les Allemands et un certain nombre d'autres pays. On discutait de est-ce qu'il faut ou pas mettre en place un embargo sur le gaz, un prix. Voilà. Bon, maintenant la question est réglée. Il n'y a plus de gaz et d'ailleurs une partie des infrastructures sont détruites. Je fais référence au corridor Nord Stream. Et dorénavant, la question c'est comment va s'organiser l'embargo pétrolier. Donc je rappelle que ça entre en vigueur le début décembre pour le brut et en février pour les produits de type diesel, etc., dont on dépend beaucoup de la Russie. Et donc, on est en crise au pluriel de l'énergie. Je pense qu'on n'en est qu'au début. Les impacts vont véritablement arriver de façon croissante en 2023. Pour l'instant, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en France, on est, nous, population, parmi les plus protégés en Europe, parce que nul autre pays que la France, finalement, n'a mis en œuvre des mesures de protection du pouvoir d'achat aussi forte et n'a gelé les prix régulés. D'ailleurs, la plupart des pays n'ont pas forcément de prix régulés, mais en tout cas en France, on a un double atout dans cette crise, c'est qu'on a une entreprise étatique qui s'appelle EDF et on a des prix régulés. Et donc, finalement, les augmentations auxquelles sont confrontés les Français et les Françaises sont très faibles par rapport à ce qu'on voit en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, évidemment, tout cela n'est pas indolore, et donc la facture arrivera par l'impôt, via EDF, voilà, évidemment. Mais ce n'est pas inintéressant quand on regarde un peu les évolutions de taux d'inflation entre pays, etc. Et ça va sans doute peut-être pouvoir nous donner des atouts à venir. Enfin, l'idée quand même là que j'aimerais rappeler, c'est que l'intégralité des crises de l'énergie n'ont pas commencé à cause de sanctions, etc., ça date d'avant. Et tout n'est pas made by Poutine, mais on a aussi un certain nombre de défis en Europe, en Allemagne parce qu'on a fait les mauvais choix, en France parce qu'on a un gros problème sur notre parc nucléaire, dont vous êtes tous informés évidemment, et parce que d'une manière générale, on a très largement sous-investi en Europe, et il faut le dire, on s'est endormi au cours des dernières années dans les énergies renouvelables. Et finalement, et dans un certain nombre d'autres segments, et donc on en paie le prix fort. Et pour finir, peut-être juste propos introductif, vous dire un peu quels seront les impacts pour la Russie et pour notre transition en Europe. Alors pour la Russie, elle a fait, pour reprendre un peu vos phases, Michel, là, sur le début de la guerre, les 6 premiers mois, si vous voulez, du conflit ou de cette année ont été très favorables à la Russie. Elle vendait de moins en moins. Elle infligeait de plus en plus de coûts aux Européens et elle-même engrangeait de plus en plus de revenus. Vous voyez, ça c'est la situation fabuleuse. Sauf que là, le retournement s'opère. En réalité, les Russes, désormais, perçoivent de moins en moins de revenus de leurs exportations. Évidemment sur le gaz, puisque je le disais, les volumes sont sabrés, mais également leurs exportations de pétrole, qui sont obligés de brader à bas coût au profit d'un certain nombre de pays émergents. Et pour l'année 2023, évidemment, c'est en fait un effondrement qui a lieu, c'est-à-dire que la Russie a occupé une position absolument centrale dans le système énergétique européen et mondial, et finalement cette position centrale est très largement aujourd'hui remise en cause, probablement de façon irréversible. La grande ambition, c'est de transférer les infrastructures vers la Chine et l'Asie, mais vous comprenez bien que ça ne se fait pas du jour au lendemain, que c'est très cher, c'est très compliqué, etc. Et donc là, il y a une vraie incertitude, c'est ce qui va se passer sans ces hydrocarbures russes, à la fois pour la Russie, mais aussi pour les marchés mondiaux.
Je n'ai pas forcément la réponse, on pourra en revenir. Et sur l'Europe, et je m'arrête là, Marc, sur l'Europe, ce qui est extraordinaire, c'est que, si vous voulez, ces crises suscitent énormément de douleurs. Je l'ai dit, on est qu'au début, il y a énormément de destruction de la demande industrielle qui arrive, etc. Mais elles provoquent aussi un sursaut inédit. C'est-à-dire que cette transition énergétique, ou ces transitions énergétiques dont on pensait qu'on allait pouvoir les faire tranquillement, dans un contexte de prix apaisé, avec évidemment des petits soucis sur la définition des mix, des priorités, des trajectoires entre pays, confère la France et l'Allemagne. Bien là, il y a un énorme sursaut qui a lieu parce qu'on comprend qu'en réalité, ça va être très compliqué, très coûteux, beaucoup plus coûteux, mais que ces sursauts dans les politiques publiques sont indispensables et arrivent. J'en veux pour preuve les efforts qui sont faits dans les domaines de l'efficacité énergétique, le fait que la sobriété énergétique arrive sur le devant de la scène. C'était l'oublié, le parent pauvre de ces discussions. On n'osait pas, pour tout un tas de raisons, parce que souvent on ne comprenait pas ce que ça veut dire. Pas tous, hein, j'entends, mais enfin, voilà. Et surtout parce que ça fait des croissances. Mais enfin, on comprend que maintenant tout cela fait partie de l'équation. Et la dernière chose, c'est que voilà, on a vraiment pris conscience que la transition en fait n'a pas commencé dans nos pays, qu'on n'en est qu'au balbutiement, et que là maintenant le sujet, c'est vraiment de rentrer dedans en accélérant. Et je dirais, sans cette crise, on ne l'aurait probablement pas fait, en réalité. Merci Marc-Antoine. Donc la guerre en Ukraine est une mauvaise nouvelle pour le climat à court terme, mais une bonne à long terme, peut-être, si je comprends bien. Je vais peut-être rebondir tout de suite sur ta présentation, mais en posant la question à qui pourra répondre. La manière dont tu as présenté les choses était intéressante, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la question énergétique a vraiment été un moyen de préparer la guerre. Notamment quand tu mentionnes OPEP+, quand tu mentionnes Nord Stream, qui était une manière de créer volontairement des dépendances. Est-ce qu'on a des textes doctrinaux ou stratégiques qui laissent penser qu'effectivement, il y a eu, entre guillemets, une préparation énergétique de cette guerre? Ce n'était pas l'idée de la fameuse doctrine Gerasimov dont on parle beaucoup, mais je ne sais pas si vous avez des éléments là-dessus. En tout cas, si c'est le cas, c'est vrai que c'est une vision stratégique de long terme qui mérite d'être noté, qui a finalement échoué, semblerait-il. Mais je pense que ce serait intéressant de creuser ça. Est-ce que l'un d'entre vous a un ou plusieurs éléments permettant d'accréditer cette hypothèse? En fait, j'ai envie de dire, pas immédiatement comme la préparation pour la guerre, mais d'une manière générale, quand Poutine arrive au pouvoir, ça coïncide avec la période où le prix du pétrole et donc du gaz monte. Il utilise cette rente énergétique tout de suite pour investir dans son armée. C'est l'une des priorités. Il est très marqué. Il est arrivé au pouvoir. Il y avait la guerre en Tchétchénie. On voyait les déboires de l'armée russe qui a beaucoup souffert des années 90 et même de la fin des années soviétiques, j'ai envie de dire. Et donc, l'une des priorités, c'est vraiment d'investir dans l'armée. De la sorte que cette armée, au fil du temps, et notamment après l'annexion de la Crimée et l'opération en Syrie, devient vraiment l'objet, une source de confiance de la population russe. Il y a un moment, juste avant la guerre, l'armée, dans les sondages, devançait même l'institution présidentielle. Donc les gens de la société russe faisaient plus confiance en leur armée qu'au président. Et il n'y avait plus, le ministre de la Défense Shoigu disait qu'il n'y avait plus de problème pour le recrutement des contractniki, des gens sous contrat dans l'armée, même si la conscription n'a pas complètement disparu. Mais c'est un élément très fort pour investir donc, dans l'armée, et par l'armée, mais aussi par d'autres choses, dans le prestige de l'État russe sur la scène internationale. Donc cela a contribué d'une manière générale à financer la puissance, l'influence internationale russe. Donc cela, évidemment, a porté aussi les ambitions de la Russie qui s'est crue suffisamment forte pour commencer cette guerre contre l'Ukraine en faisant l'analyse que, à mon avis, Vladimir Poutine était convaincu que son armée était prête à ce type de guerre. Michel, un commentaire là-dessus, ou sinon je reste avec Tatiana sur un point que tu as évoqué, Tatiana, sur les réseaux sociaux. Tu as dit les réseaux sociaux sont inondés d'images russes, etc. Et au début de la guerre, on avait l'impression que l'information était très contrôlée et on se demandait ce que les Russes savaient de ce qui se passait sur le terrain et à quel point ils étaient capables d'avoir un regard critique sur la propagande d'État qu'on voit à la télévision notamment. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Est-ce qu'aujourd'hui, les Russes ont une vision plus claire de ce qui se passe sur place qu'avant? Et si oui, comment est-ce qu'on explique cette ouverture? Alors, il y a plusieurs choses.
il y a les chaînes fédérales russes qui sont complètement verrouillées. Eux, c'est des messages très clairs et qui sont vraiment très encadrés qu'ils délivrent. Mais la Russie n'est pas coupée d'Internet, et d'ailleurs, je ne sais pas si ce serait la chose possible, parce que Internet russe n'a pas été créé sur le modèle d'Internet chinois, avec une grande muraille numérique où on peut couper les choses. C'est une multitude de différents acteurs. Les Russes ont essayé de les reconnecter pour les verticaliser, mais en fait, ce processus n'est jamais abouti. Donc aujourd'hui, si on a le VPN, on peut aller voir n'importe quel site, on a accès à tout. Encore qu'il faut vouloir aller chercher, savoir où aller chercher. Il y a quand même beaucoup de médias indépendants qui sont partis à l'étranger, qui ont migré sur d'autres plateformes, et notamment sur YouTube. Donc aujourd'hui, si on cherche l'information, on va sur les chaînes YouTube, parce que quasiment tous les médias d'opposition, partis à l'étranger, ont créé leur propre chaîne. Donc, il faut le vouloir. Et c'est pas sûr que la majorité des Russes souhaitent vraiment s'informer et savoir ce qui se passe. Il y a une sorte de confort intellectuel de s'installer dans le discours qui est véhiculé depuis les écrans de télé. C'est très difficile au niveau social de s'opposer, de discuter avec les uns et les autres. Donc il y a une sorte de distance qu'ils mettent par rapport à le flot de mauvaises nouvelles potentielles, et ils préfèrent se satisfaire avec ce qu'ils voient sur les chaînes fédérales russes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça relie à la question sur la mobilisation, c'est que la mobilisation change quelque peu les choses. On était satisfait avec ce discours délivré par les chaînes fédérales, puis soudainement on découvre que ça ne doit pas se passer si bien que ça. Si on nous mobilise, si on nous demande d'aller à la guerre, si la guerre soudainement déborde dans nos écrans de télé et arrive dans la vraie vie. Et c'est là où les Russes commencent à aller beaucoup plus pour chercher l'information sur les réseaux sociaux, sur Internet, vers les défenseurs des droits de l'homme. Ils cherchent d'une part, en fait, ils cherchent moins l'information juste ce qui est en train de se passer, mais plutôt l'information comment échapper à la mobilisation, toutes sortes d'astuces, ce qui est légal, ce qui n'est pas légal, ce que la police peut faire, ce qu'elle n'a pas le droit de faire. Mais c'est un peu le moyen, un biais par lequel ils peuvent arriver à consulter les médias d'opposition sur lesquels ils crachaient, pardonnez-moi l'expression, encore il y a un certain temps. Peut-être encore un point là-dessus sur l'opinion. Au début de la guerre, on a eu des retours disant qu'il y avait une certaine popularité de cette, entre guillemets, opération militaire spéciale en Russie. Est-ce qu'on a des moyens un petit peu fiables d'avoir un état de l'opinion russe, ou on en reste à des suppositions ? En fait, il y a des sondages, mais évidemment, les sondages dans un régime comme celui de Vladimir Poutine, c'est très difficile de juger de la véracité. Si vous posez directement la question à la personne sondée, et parfois c'est par téléphone, donc c'est votre numéro de téléphone, parfois c'est un venant à domicile, et vous posez la question directe, est-ce que vous approuvez l'activité de Vladimir Poutine ou l'opération militaire spéciale ? Évidemment, la réponse, elle sera positive. Et donc il faut aller par des questions détournées pour palper un petit peu plus cette opinion publique. Et notamment, c'est très intéressant, depuis la mobilisation, la question, est-ce que vous êtes plutôt serein ou angoissé depuis l'annonce de la mobilisation ? Et là, les courbes se croisent. Ça a doublé le nombre de personnes qui ressentent l'angoisse et l'inquiétude par rapport à l'avenir, et le nombre de personnes qui regardent avec sérénité l'avenir a été divisé par deux. Et je dirais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui continuent à soutenir cette opération militaire spéciale en disant que c'était inévitable. Ça, je me base plutôt sur le focus group, sur les enquêtes plus de qualité, où vous avez des sondeurs qui rencontrent les gens en petits groupes pour discuter, et qui estiment que cette guerre était inévitable, que les États-Unis, l'OTAN ont manipulé l'Ukraine pour la rendre inévitable. Vous avez aussi une partie des gens qui étaient contre cette guerre, qui n'en voulaient pas, mais qui disent, une fois que cette guerre est là, on risque trop dans cette guerre. La Russie risque d'en sortir très affaiblie, voire disloquée, ce qui n'est pas arrivé au moment de la chute de l'URSS, peut arriver maintenant. Donc il nous faut la victoire, il faut aller jusqu'au bout. Donc vous avez aussi ce type d'opinion en Russie, avec, à mon avis, plutôt une minorité qui est vraiment contre cette guerre et qui serait prêt à des actions de protestation, ce qu'ils ont pu quelque peu démontrer. Mais maintenant, l'organisation de ces actions est très difficile. La répression, je disais, est forte. Et vous avez aussi tous les leaders potentiels qui se trouvent soit à l'étranger, soit en prison, comme Alexei Navalny. Donc, difficile de s'organiser, difficile de mobiliser. Il y a des gens qui tentent de créer des mouvements en réseau sans véritable leader pour qu'il n'y ait personne, en fait, pour mettre en prison, mais pour que les gens sentent ceux qui sont
dans la mouvance d'opposition, d'humeur d'opposition, sentent qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a probablement l'avenir autre que celui que Vladimir Poutine offre au pays. Merci beaucoup. Michel, j'aimerais qu'on revienne à la chose militaire, stricto sensu. Ce qui me frappe là dernièrement, c'est depuis le début de la troisième phase, même depuis peut-être le milieu de la deuxième, c'est qu'on a sur les plateaux d'autres stratèges de plateau qui affirment, mais vraiment de manière très péremptoire, que la guerre est perdue, que l'armée russe va s'effondrer, que peut-être l'armée ukrainienne pourrait être tentée d'aller même plus loin que le Donbass ou la Crimée. Bon, moi, ça me paraît très imprudent de faire ce genre de déclaration, mais j'aimerais avoir votre sentiment de militaire, sachant que c'est pas forcément facile de commenter ce que disent des généraux quand on a été colonel, mais il faut peut-être quand même le faire. Oui, effectivement, c'est imprudent parce que si on connaissait l'issue des guerres, si on pouvait connaître à l'avance l'issue des guerres, en réalité, il y en aurait beaucoup moins, très certainement. Oui, c'est le domaine parfait de l'incertitude, la guerre, parce que ce sont des volontés humaines qui s'affrontent et des volontés et des passions humaines exacerbées qui s'affrontent. Et donc, c'est toujours très, très compliqué. Et puis ce n'est jamais vraiment linéaire. Il y a toujours des choses, des accidents, des événements qui vont se produire, qu'on ne peut pas anticiper, des sortes de signes noirs là, qui vont faire changer beaucoup de choses. Voilà, je suis en train de lire un livre sur la guerre de 100 ans, et quand Henri V, roi d'Angleterre, qui gagne quasiment la guerre et puis qui meurt de maladie dans la foulée, et là tout le paysage politique change. Là, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer. Il peut y avoir un certain nombre d'événements de ce genre, des changements de pouvoir, des changements d'alliance. Que se passerait-il si, d'un seul coup, la Chine décidait d'être plus active dans son aide à la Russie? Que se passerait-il inversement si les États-Unis, d'un seul coup, décidaient un changement? Voilà, imagine, je sais pas, Trump qui revient au pouvoir et qui modifie complètement la politique vis-à-vis de la Russie. Enfin voilà, il y a tout un tas d'événements extraordinaires qui peuvent modifier complètement le cours de la guerre. Et donc les choses ne se passent jamais, en réalité, complètement comme prévu. Maintenant, encore une fois, sur le terrain, à court terme, ce que l'on constate, c'est que il y a une armée ukrainienne qui est maintenant, c'est la meilleure armée d'Europe, l'armée ukrainienne maintenant, c'est clair, et qui est toujours d'ailleurs dans une dynamique de progression, d'avancée, pas seulement sur le terrain, mais ce qu'on appelle en stratégie organique, c'est-à-dire que elle accueille à nouveau des mobilisés, elle accueille des équipements, elle se modernise, son expérience augmente. Donc elle est toujours dans une dynamique forte, alors que l'armée russe, en réalité, stagne. Et il n'est pas évident, comme certains le disent, que l'hiver, enfin l'arrivée de la Rasputitsa, donc la boue qui va effectivement probablement gêner les opérations et donc plutôt gêner les Ukrainiens. Puis il y a l'hiver, mais l'hiver, on peut se battre en hiver. Stalingrad, c'est passé en hiver, etc. Donc il n'est pas évident que ça freine vraiment la dynamique ukrainienne, la supériorité ukrainienne. Bon, après, oui, il y a des événements. Que se passera-t-il si les Ukrainiens arrivent en Crimée, vraiment? Bon, parce que on a beau, la Russie a beau avoir annexé les territoires conquis, ils ne sont pas tous russes de la même façon, quoi. Ils n'ont pas la même sensibilité politique. On le voit bien, quoi. Kherson, c'est pas la même chose que Belgorod ou même Sébastopol. Et donc, que se passe-t-il si les Ukrainiens, s'il y a une défaite majeure dans le sud de l'Ukraine, si les Ukrainiens s'emparent du Donbass et s'ils pénètrent en Crimée? Est-ce que il y a encore des ressources russes? Est-ce que la Russie peut encore escalader? Alors on parle beaucoup évidemment éventuellement d'un emploi d'armes de destruction massive pour essayer de compenser cette infériorité dans le domaine conventionnel. Bon, j'en sais rien. Bon, j'aurais plutôt tendance à penser effectivement que pour l'instant, à l'horizon visible, les Ukrainiens peuvent chasser les forces russes du sud de l'Ukraine, ce qui est leur objectif stratégique.
peut-être même de la Crimée, mais voilà, tout ça, ça suscitera des réactions en Russie, des réactions internationales qui sont telles qu'on ne peut pas en prévoir les conséquences en réalité. Est-ce qu'on sait précisément ce que les Russes ont mis en place depuis 2014 en Crimée comme défense ? On dit souvent qu'il est plus simple de défendre que d'attaquer en stratégie. Oui, mais en fait, pas grand-chose. C'est une grande base arrière, la Crimée. Il y a les grandes bases, bases navales, évidemment, à Sébastopol, les grandes bases aériennes comme Saki, etc. Et en réalité, les Russes ne sont pas forcément envisagés que la Crimée puisse être attaquée, en réalité. On le voit bien, d'ailleurs, dans plein de domaines. Ils n'ont pas envisagé que la base de Sébastopol ou la flotte de la mer Noire pouvait être attaquée, que les bases aériennes pouvaient être attaquées. Or, c'est le cas. Donc on assiste d'ailleurs plutôt à un dégagement en repli de toutes les forces russes, pour les forces navales vers le port de Rostov, pour les forces aériennes qui sont parties ailleurs, mais pour défendre, alors même si le détroit de Mérikop paraît, on regarde sur la carte, on dit oui, c'est l'endroit. Elle est derrière vous, la carte. Voilà, vous pouvez montrer. Voilà, vous voyez le petit détroit, on se dit, là c'est quand même l'endroit le plus facile à défendre. Bon, peut-être. Mais ce que je pensais ça aussi au début de la guerre, en me disant, bon, voilà, c'est pour les Ukrainiens, c'est l'endroit le plus facile à défendre, et en réalité, c'est par là que les Russes ont obtenu leur plus grand succès. Donc, oui, ça supposera de s'attaquer à la Crimée militairement, ça supposera pour les Ukrainiens d'avoir peut-être d'autres moyens, des capacités amphibies, des capacités aériennes plus importantes pour pouvoir franchir ce détroit, mais c'est pas hors de portée actuellement. Merci Marc-Antoine, tu as moins parlé que les autres et j'en suis désolé. Mais en plus, les problématiques énergétiques sont évidemment extrêmement importantes et elles nous touchent directement. Donc j'aimerais poser une question, j'allais dire, de Français touchés par la hausse des prix. C'est vrai qu'il y a un bouclier tarifaire et toutes les protections qui ont été mises en place que tu as évoquées. Le bouclier tarifaire ne touche d'ailleurs pas les PME pour le moment et ça c'est un vrai problème avec des vrais risques de faillite dans les prochaines semaines et les prochains mois. On parle souvent de découplage du prix du gaz et de l'électricité comme possibilité de revoir les prix de l'électricité baisser. Est-ce que tu peux peut-être expliquer simplement ce mécanisme, pourquoi ce découplage pourrait être une solution, est-ce qu'il est envisageable, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Merci Marc. Sur les crises, d'abord juste pour faire remarquer que la Commission européenne vient de valider le fait que l'on puisse aider les PME. Donc potentiellement, on va pouvoir leur appliquer aussi un tarif régulé. Et en Allemagne, où ce n'est pas le cas, on va pouvoir les aider avec des mesures de redistribution ciblées dans le cadre d'un plus grand plan d'aide. Pour vous dire aussi que ce qui a été mis en place dans la plupart des pays, comme vous le savez, évidemment, c'est autant que possible des mesures de baisse de la fiscalité, de transfert des surcoûts, par exemple pour le financement des énergies renouvelables vers les budgets de l'État, etc., pour essayer d'alléger les factures. On a fait une chose en France un peu spécifique qu'on retrouve dans quelques autres pays, c'est le fameux chèque énergie, qui est probablement la mesure la plus efficace, parce que, vous le savez, on ne peut plus tout financer pour tout le monde. Donc on l'a fait, par exemple, dans l'essence, en baissant de 30 centimes la fiscalité pour tous les automobilistes, mais c'est une mesure qui est profondément injuste, parce que, en réalité, l'État ne peut plus tout. Il faut cibler les mesures d'aide et donc plutôt essayer d'aider les plus vulnérables avec des chèques énergie. Mais en fait, on efface les signaux prix, à la fois dans l'essence, à la fois dans l'électricité ou dans le gaz, et ça perturbe les mécanismes, notamment pour faire des économies. Maintenant, Marc, pour répondre directement à ta question, donc on a deux problèmes. Le premier problème qu'on a depuis donc je vous l'ai expliqué depuis en réalité plus d'un an, c'est cette explosion des prix du gaz sans précédent et qui n'ont pas vraiment de perspective d'apaisement. Et le deuxième problème, c'est que cette explosion des prix du gaz a contaminé le système électrique parce que le marché est organisé de telle sorte pour pouvoir toujours produire en fonction de la demande que l'on appelle au fur et à mesure différentes unités et que donc le tarif ou le prix de gros reflète les coûts de mobilisation des différentes unités. Et à mesure que vous avez de la consommation qui monte, il faut mobiliser des unités très flexibles. Et les unités très flexibles dans le système électrique, c'est pour la plupart du temps des centrales à gaz à la fin.
et voire même quelques centrales à charbon d'ailleurs qui ont cette propriété. Et donc il faut qu'on puisse finalement réquisitionner ou leur demander de produire, et donc que ce soit rentable pour elles de produire. Et donc elles disent, voilà, mes coûts, comme j'achète du gaz, c'est très élevé, donc le tarif du coup s'aligne là-dessus. Alors, le sujet donc c'est comment est-ce qu'on fait baisser les prix du gaz, et ensuite comment est-ce qu'on essaie de décontaminer le marché de l'électricité qui est touché par cela, tout en permettant de maintenir l'efficacité du marché de l'électricité. Parce que quand on allume la lumière un 12 novembre à 18h, on souhaiterait qu'il y ait de la lumière et que le système ne s'effondre pas, surtout à un moment où il fait déjà nuit, il n'y a plus de soleil, il fait froid, etc. Eh bien, ce n'est pas simple. Il n'y a pas de solution magique, en réalité, et il y a plusieurs options sur la table. Donc la première option, c'est de dire, on laisse tout tel que c'est actuellement, et par contre, on va augmenter les redistributions en faveur de toutes les catégories de consommateurs. Donc, on laisse les prix tels qu'ils sont, le marché, etc., parce qu'ils s'équilibrent. Donc, l'offre et la demande s'équilibrent en toutes circonstances, etc. Mais du coup, ça veut dire qu'on fait encore plus de chèques énergie, ça veut dire qu'on donne des gros chèques à l'industrie, etc., etc. Bon, ça marche probablement avec beaucoup de décalage, et donc c'est plutôt inefficace. Et surtout, quand vous êtes investisseur étranger, vous regardez l'Europe en ce moment, vous dites jamais j'investis pour ouvrir une usine, etc. Je vais plutôt aller aux États-Unis, où là, il n'y a pas ces incertitudes-là, etc. Donc il faut quand même agir. Alors la deuxième façon d'agir, c'est ce qu'ont fait les Espagnols et les Portugais, mais qui sont, depuis le mois de mai, mais eux sont un peu isolés du reste de l'Europe, parce que en fait, il y a très peu d'interconnexions, comme vous le savez, dans les Pyrénées. Donc eux ont dit, voilà, on va séparer le marché de l'électricité des centrales à gaz. Et donc, pour les centrales à gaz, on fait un prix fixe bas et on va les compenser, ces seules centrales à gaz, des surcoûts qu'elles doivent supporter. Mais du coup, comme en fait on leur impose un prix de vente de leur électricité produite bas, du coup, le reste du système vit tout à fait normalement et fonctionne tout à fait normalement, avec des prix qui sont descendus pour l'ensemble des consommateurs de plusieurs étages. Et ça a plutôt bien marché, avec quelques exceptions. Ça a plutôt bien marché parce que les prix de gros ont très fortement baissé dans la péninsule ibérique. Du coup, les industriels sont en situation de compétitivité renforcée par rapport à nous. Et là où ça n'a pas trop marché, c'est que quand vous baissez en fait comme ça les prix, du coup, vous avez une incitation à consommer, et donc la consommation de gaz dans les centrales à gaz a augmenté. Les exportations vers la France ont augmenté. D'ailleurs, donc ça nous aide beaucoup, mais si le sujet c'est l'économie du gaz, économiser du gaz, ça pose problème. Donc il y a cette option-là. La deuxième option qu'il y a, c'est de dire on prend le marché de gros du gaz, on va à la racine du problème, et c'est là qu'on fixe un prix régulé administratif. On dit voilà, le prix du gaz, c'est maximum tant, c'est le prix plafond, et personne n'a le droit de faire de transactions au-delà. Et là, automatiquement, paf, vous faites baisser de plusieurs étages les niveaux de prix. Alors, ça demande quelques ajustements sur différentes réglementations, etc., mais on peut le faire, mais il y a évidemment, comme toujours, des problèmes. Le premier problème, c'est qu'on est dans un marché mondial et il faut qu'on importe du gaz de partout. Donc si on commence à fixer des prix plafonds qui ne sont pas assez intéressants, et si on est doublé en hiver par les prix qui pourraient monter en Asie, vous comprenez bien que les cargaisons de GNL dont on a tant besoin vont aller tout d'un coup, vont se détourner de l'Europe et vont aller poursuivre leur route vers l'Asie. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème qu'on a, c'est comment est-ce qu'on convainc nos amis norvégiens qui, eux, gagnent beaucoup d'argent depuis le début de l'année sur leur vente de gaz et qui, d'une certaine façon, alors bien que ça continue, et d'une autre façon, quand même, sentent que, là, c'est vrai que s'il en va de la sécurité de l'Europe, ils pourraient quand même aussi revoir un peu eux-mêmes leur tarification. Donc peut-être que les Norvégiens vont par eux-mêmes baisser de 30% le prix du gaz. C'est en cours de discussion. Et finalement, la dernière possibilité, c'est de dire, on va, d'une certaine façon, essayer de créer deux marchés. On fait un marché pour toutes les technologies dites inframarginales, donc qui produisent sous le coût de production marginale, c'est-à-dire sous le coût du gaz, et on les met dans un pool, et on fait un marché séparé
pour les technologies donc type gaz, etc., qui sont les plus chères, pour les isoler du reste du marché, et ensuite on fait une moyenne des prix, et normalement ça fait baisser pour l'ensemble des consommateurs les niveaux de prix. Mais voilà, donc ça c'est à peu près ce qui est sur la table, sachant qu'à chaque fois il y a la question des aides d'État qui reviennent, et donc à Bruxelles on est en train de valider le principe de renforcer les exemptions aux limitations sur les aides d'État. Donc on va pouvoir aider les industriels et les consommateurs autant que possible. On va pouvoir taxer les revenus supplémentaires. Donc ça c'est déjà fait, ce qu'on appelle les surprofits. Et puis sur les mesures exactes qu'on va mettre en œuvre, ça sera déterminé probablement au cours des prochains jours, parce qu'il y a 2 épisodes. Là, il y a un conseil européen au niveau des chefs d'État, et puis enfin un conseil énergie le 25 octobre. Et donc là, on devrait avoir probablement un petit menu en 2 ou 3 plats, et chacun pourra finalement choisir le sien. Merci beaucoup Marc-Antoine, merci beaucoup à tous les trois.